fenêtre sur l'emploi. On termine avec un sujet dont on a parlé à plusieurs reprises, la grande démission venue des États-Unis, ces salariés se mettant en scène pour démissionner, rompre leur contrat. Et puis on va parler des crises de vocation. D'ailleurs, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les deux sont liés? Julien Breuil, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes directeur des relations entreprises groupe chez EDC Business School. Tout à fait. On est toujours très heureux de vous accueillir. Et le Covid a fait ressortir finalement cette crise sous-jacente de vocation, d'engagement ou quoi, ou de motivation. C'est quoi le bon mot? C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup dans les médias le terme de grande démission. Je pense que pour reprendre des échanges qu'on avait pu avoir, il y a surtout une remise en question globale, sans doute une baisse de motivation, ou en tout cas un ajustement sur ses vraies aspirations qui ont évolué notamment par rapport à la relation à l'entreprise et par rapport à sa relation personnelle. Et du coup, ça crée un engagement qui est moindre si on ne réussit pas à avoir, entre guillemets, ce qu'on obtient dans le cadre de l'entreprise. Donc j'aurais dit, c'est une perte de motivation et d'engagement vis-à-vis de l'entreprise qui entraîne effectivement, alors non peut-être pas une crise de vocation, mais en tout cas un moindre intérêt pour les missions qui sont Le proposées. statut n'attire plus, il y a des sondages d'ailleurs qui le démontrent. Il y a le sondage BVA notamment. Oui, alors c'est vrai que je suis très étonné parce que quand on regarde un peu toute la typologie soit des métiers. Alors on va parler des vocations, l'enseignement, l'aspect social. On voit qu'il y a une perte de vocation, en tout cas c'est ce qu'on entend. Quand on regarde finalement en termes de statut, ce fameux statut cadre, il y a de plus en plus de cadres aujourd'hui, puisque en fait il y a plus de cadres que d'ouvriers. Alors même si on peut considérer que le statut cadre est peut-être un peu galvaudé, on s'aperçoit que 80% des salariés ne veulent plus être cadres. On peut aller plus loin vers le sens des responsabilités. Est-ce que vous voulez être manager? Finalement, 20% des cadres ne veulent pas l'être, et 27% des 35-49 ans ne veulent pas l'être non plus. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a sur l'ensemble de ces caractéristiques, j'allais dire de métiers, de postes, on voit bien qu'il y a un manque d'envie. J'irai même plus loin parce que c'est des données qui viennent juste d'être publiées par rapport à une société, alors que je ne citerai pas, mais sur les sociétés de conseil, on s'aperçoit qu'elles ont, sur des métiers qui étaient des métiers stars, on va dire ça comme ça, des vraies difficultés pour recruter et une perte d'effectifs, sans doute liée à un manque de motivation, même des profils, j'allais dire, les plus diplômés ou les plus expérimentés pour intégrer ces structures-là. Le conseil peine aussi d'une certaine manière, alors qu'effectivement c'était l'endroit où il fallait tous les jeunes sortant des grandes écoles aller dans le conseil. C'était presque une formation exécutive que vous continuez avec une formation de conseil et puis après vous potentiellement vous revendiez dans une autre structure. Aujourd'hui, même souvent un client d'ailleurs. Exactement. C'est souvent un client. On partait chez un client après avoir été un bon consultant. Les causes de cette grande démission, c'est bien identifié ou pas? D'ailleurs, il y a un débat en France parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la grande démission est arrivée, même si on voit des chiffres quand même d'augmentation des ruptures de contrat. Ça, c'est vrai. Oui, il y a des ruptures de contrat. Après, il y a on le verra sur 2021, mais je pense plus sur 2022, un turnover qui va être sans doute assez important parce que les entreprises aussi post-Covid ont quand même renouvelé leurs effectifs avec des volumes de recrutement qui en plus vont être importants. Alors, est-ce que les causes sont bien identifiées? Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la notion de sens. Moi, je crois surtout, au-delà du sens, à l'intérêt de la mission. En fait, les missions doivent être bien structurées, bien équilibrées et surtout qu'elles doivent avoir une vraie orientation. 51% nous disent d'ailleurs, non pas qu'elles sont importantes, mais qu'elles sont importantes dans le cadre de la qualité de vie au travail. Exactement. Ce qui est quand même encore plus fort. Ils intègrent la fiche de poste à l'idée qu'ils puissent avoir un équilibre vie pro, vie perso. Exactement. C'est pas la mission m'intéresse d'un point de vue professionnel. Elle me permet à la fois professionnellement d'en vivre, bien sûr, et d'y m'y intéresser, mais également d'un point de vue personnel. Il y a également la notion d'encadrement. On voit bien qu'effectivement, 73%, je crois, des encadrants ont une vision ou une relation au travail qui a évolué, en tout cas une perception qui a évolué. C'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure en préambule. Et puis il y a ce fameux sujet qui est toujours difficilement palpable, qui est le sujet de la rémunération. Alors là, quand même, dans les études, je ne sais pas si vous les confirmez, mais on l'avait tout à l'heure dans notre premier invité qui travaillait dans l'intérim, c'est redescendu la notion de salaire par rapport au sens, à la qualité de vie, à la sécurité. Le salaire descend, c'est plus un critère. Mais ça reste un critère quand même. Je suis toujours un peu hésitant parce que pour avoir fait, j'allais dire, dans une autre vie de multiples études, c'est pas par le salaire qu'on quitte une entreprise. On le quitte, je l'ai toujours dit, par le manager ou une relation à l'entreprise qui se distend. En revanche, quand vous changez d'entreprise, vous allez quand même regarder la notion de salaire. Et il est quand même souvent assez rare, notamment pour les profils de cadres, que vous acceptiez une rémunération 25% ou 30% en dessous de votre niveau. Puisque vous avez souvent un niveau de vie quand même malgré tout. Qui s'est installé. Mais c'est la réalité ça aujourd'hui, c'est-à-dire que l'entreprise peut recruter quelqu'un en lui proposant du moins 10 ans?
C'est compliqué, ça dépend du secteur, évidemment, vous allez me dire. Alors, ça dépend de vos aspérités, ça dépend de la manière dont vous quittez l'entreprise précédente. Je dirais que pour un cadre, la plupart du temps, vous essayez de chercher au moins un minima, voire plus, puisque pour reprendre de vieilles campagnes de communication, pour gagner plus, il faut changer d'entreprise. Donc, normalement, c'est le moment. Pour gagner plus, il faut travailler plus. C'est pas ça que vous allez me dire. Non, j'ai changé un peu là. Vous avez un peu fait évoluer le truc. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que souvent les managers vous le disent, je ne peux pas t'augmenter, mais si tu passes par l'extérieur, dans 3 ans, tu reviens, tu auras pris plus 25, quoi. Exactement. Et vous savez que j'utilise toujours d'ailleurs cette répartition, c'est-à-dire que on voit bien que les entreprises, il y a pas mal d'études qui viennent d'être publiées, vont essayer d'augmenter leurs salariés. Alors certains disent 2,5, 1,5, bon, peu importe. Stellantis, avec cette prime de 4 000 euros, de 4 000 euros. C'est quand même pas rien. Non, tout à fait, c'est quand même important. Alors après, sur l'augmentation de la masse salariale, 1,5, 2,5, c'est beaucoup. Si vous faites 2% de l'augmentation d'un salaire pour un cadre, ça dépend toujours bien évidemment du salaire. L'inflation est à 2,8. Et l'inflation est à 2,8, donc ça veut dire que l'augmentation est plus faible que l'inflation. Donc mécaniquement, donc on gagne rien. On gagne rien. Donc ça veut dire que ça va forcément créer, encore une fois, une distorsion entre les attentes et ce qui aura été malgré tout distribué par les entreprises et le geste qui aura été fait. En quelques mots, il y a une prise de conscience des entreprises et des écoles, des formations, parce que c'est intéressant, ça vous concerne directement. Oui, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les programmes qui sont proposés, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux étudiants? On propose des programmes qui sont hybrides, où on essaie de leur faire prendre conscience de l'ensemble des métiers qui sont à leur disposition, on essaye de professionnaliser. Aujourd'hui, 65% par exemple des étudiants qui sont à l'EDC sont des alternants. Donc ils ont déjà une première vision, entre guillemets, de l'entreprise et des différents secteurs d'activité. Ils y travaillent. Ils y travaillent. Ça veut dire que, globalement, je ne dis pas qu'ils se plairont forcément dans leur premier job, mais en tout cas, ils auront une vision déjà un peu plus exhaustive de l'ensemble des métiers et des secteurs pour faire le bon choix. Et ça, c'est un point quand même important à mes yeux. Signalons d'ailleurs les très bons chiffres de l'alternance, puisqu'on a battu des records. Des records à 700, un peu plus de 700 000. 700 000, 740 000, je crois, un peu plus de. Alors c'est vrai que l'État a aidé, mais c'est un point très important dans le cadre de la professionnalisation. Toujours en retard après l'Allemagne, et là, effectivement, on les a rattrapés, je crois même dépassés sur l'année 2021. À vérifier. Merci Julien Breuil d'être venu nous rendre visite. Vous êtes directeur relations entreprises groupe EDC Business School. Merci. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à Axel Polou pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye.